je passe maintenant sans interruption à la deuxième partie de mon exposé, que je ne peux pas en fait aborder sans vous parler un petit peu de la sorcellerie aujourd'hui, puisque ce ne sont pas vraiment des sorcières dont je vous parlais, parce qu'il n'y a personne qui se présente comme sorcière, il n'y a personne qui occupe cette place dénigrante de la sorcière. Le terme sorcière, bon, apparemment c'est l'Inquisition qui l'a produit, mais aujourd'hui, le terme sorcière joue un rôle dans le dispositif thérapeutique, puisqu'il faut qu'à un moment donné, quelqu'un soit identifié comme étant la source du mal, puisque ce qui caractérise le mal sorcellaire, c'est que c'est un mal qui est personnifié et qui est une origine individuelle. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit identifié comme étant la source du mal. Et derrière ce quelqu'un, bien entendu, aujourd'hui on ne parle plus de sorcière, mais c'est cette image de la mauvaise femme, généralement de la mauvaise belle-mère, comme vous allez le voir. Cette personne qui a une pensée négative et qui est la cause de tous les problèmes qui accablent les femmes qui viennent consulter Marie-Christine, Marie Delange, les femmes avec lesquelles j'ai travaillé. Alors, quelques mots néanmoins à partir de la sorcellerie aujourd'hui. Donc la sorcellerie, en fait, vous devez savoir que la sorcellerie, c'est un invariant culturel, c'est un invariant anthropologique. Au même titre que toutes les sociétés ont instauré ce qu'on appelle le dispositif de prohibition de l'inceste, si certains d'entre vous ont déjà lu des ouvrages d'anthropologie, la prohibition de l'inceste fait partie des grands invariants anthropologiques, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de société qui n'ait pas mis en place des systèmes qui interdisent l'endogamie. Donc beaucoup d'anthropologues ont travaillé sur l'interdit de l'inceste, mais il n'y a pas beaucoup d'invariants culturels, d'invariants anthropologiques. La sorcellerie en fait néanmoins partie. Il n'existe aucune société, qu'elle soit historique ou qu'elle soit contemporaine, dans laquelle il n'y a pas de sorcellerie. On a tendance à dire que la sorcellerie, et surtout les historiens, enfin en tous les cas l'étudient, et donc donnent peut-être l'image que la sorcellerie fait partie du passé de nos sociétés. C'est tout à fait inexact. Toutes les sociétés contemporaines disposent de spécialistes en désenvoûtement, voire en envoûtement, ça je ne sais pas. Enfin, je sais qu'il y en a dans d'autres parties du monde, mais moi je dois préciser que je n'ai jamais rencontré des spécialistes en envoûtement, des personnes qui provoquaient le mal. Je n'ai toujours rencontré que des personnes qui se disaient des personnes pour le bien, en quelque sorte, puisque le monde de la sorcellerie, c'est le monde des forces ambivalentes. Vous êtes soit du côté du bien, soit du côté du mal. Même si parfois les choses sont un peu plus complexes, parce que quand quelqu'un vous veut du bien, il renvoie le mal à quelqu'un d'autre. Donc quelque part, pour cette personne, il est plutôt un thérapeute pour le mal, puisqu'il envoie le mal sur quelqu'un. Donc ça fait partie évidemment des éléments dynamiques de la cure sorcellaire. Alors, donc mon premier objectif, comme je le disais tout à l'heure, ma première intention, c'était d'étudier la sorcellerie contemporaine. Je voulais savoir en fait à quoi ressemble la sorcellerie en Wallonie aujourd'hui, puisque j'avais aucun doute que la sorcellerie existait, mais on ne disposait, en tous les cas en 1997, d'aucune enquête qui permettait de dire qu'il y avait bien des personnes qui pratiquaient ce qu'on peut considérer comme une forme de sorcellerie. Alors le terme sorcellerie, parfois, c'est un terme... On m'a reproché que les personnes que j'ai rencontrées ne sont pas vraiment des sorcières, et donc on ne peut pas vraiment parler de sorcellerie. Bien entendu, c'est un terme opératoire qui permet de dire que là, on est confronté à un monde de la sorcellerie. Moi, je n'ai eu aucun doute, évidemment, à dire que j'ai travaillé sur le domaine, à un certain moment donné, dans le domaine de la sorcellerie, parce que les personnes avec lesquelles je travaillais correspondaient tout à fait à la figure de la désenvoûteuse et utilisaient des rituels magiques qui proviennent d'ouvrages de sorcellerie, de magie noire, et mettaient en place des rituels magiques de magie noire, mais je dirais pour faire du bien. Et donc, c'est vrai qu'on peut critiquer, enfin, on pourrait me dire que les femmes que j'ai rencontrées ne sont pas vraiment des sorcières, mais ce sont un peu des guérisseuses. Mais pour moi, il n'y avait aucun doute sur le fait que j'avais bien affaire à des spécialistes en désenvoûtement, et pas d'autres catégories de sœurs que j'ai précisées, et donc correspondait bien, enfin en tous les cas illustrait bien l'une des quelques figures de la sorcellerie qui existe aujourd'hui dans la société. Parce que la sorcellerie, c'est un phénomène extrêmement complexe, polymorphe et plastique. C'est-à-dire que la sorcellerie s'adapte en fait au contexte sociétal. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire que la sorcellerie, c'est devenu une espèce de thérapie conjugale un peu parallèle. Mais il y a aussi, à côté de ces pratiques de désenvoûtement, il y a aussi une sorcellerie qui est organisée en société de sorcellerie, dont je vous parlerai tout à la fin de mon exposé, et qui constitue une autre figure de la sorcellerie. Et donc l'anthropologue qui s'intéresse à la sorcellerie n'est pas confronté à un système cohérent. En fait, il a l'occasion de récolter des matériaux qui renvoient, je dirais, à des facettes différentes du monde de la sorcellerie contemporaine. La pratique de la sorcellerie organisée dans la société, enfin, la sorcellerie organisée que pratiquent les adeptes de la Wicca, en fait, qui est une espèce de société qui a souvent été considérée comme une secte, en fait, est très différente de la pratique dont je vais vous parler aujourd'hui, la pratique des envoûteuses, en quelque sorte. Et donc,
je voulais tout simplement savoir que faisaient des thérapeutes qui clairement se situent dans le registre de la sorcellerie, quels étaient les dispositifs thérapeutiques qu'ils mettaient en œuvre. Et donc, je vais vous parler en fait du dispositif thérapeutique de la sorcellerie, vous montrer comment ce dispositif en fait est mis en œuvre par toutes les personnes que j'ai rencontrées, enfin en tout cas par les 2 personnes avec lesquelles j'ai travaillé de manière relativement intense, et qui toutes les 2 faisaient à peu près la même chose, mais avec un discours et des objets un peu différents, et en mobilisant des symboles un peu différents. Alors, mon intérêt pour la sorcellerie n'a jamais diminué. En fait, aujourd'hui encore, j'essaye d'y voir plus clair dans ce monde sorcellaire que j'ai étudié, parce que les choses ne sont vraiment pas claires. Tout est imbriqué, et donc j'ai essayé à plusieurs reprises de présenter, je dirais, des parties de mon travail, mais il me reste un chantier énorme à réaliser, parce que la majorité des données que j'ai collectées sur le terrain n'ont jamais été retranscrites, sont toujours sur des bandes magnétiques, et donc il y a un travail énorme que je dois encore accomplir, ce qui fait que j'ai toujours tendance à présenter mon travail en prenant les mêmes cas. Mais en fait, j'ai eu l'occasion d'observer des dizaines de séances et de suivre des dizaines de personnes. Et donc, j'ai l'occasion quand même je pense que je peux dire que ce que je vais synthétiser ici correspond à la majorité de ce qui se passe dans les occultums des désenvoûteuses. Alors, je vais commencer en fait par vous parler d'un procès. Un procès qui est assez interpellant, mais qui montre néanmoins bien en fait, en quoi consiste la sorcellerie en Wallonie aujourd'hui, mais qui montre, je dirais, un autre aspect de la sorcellerie que j'ai étudié auprès des envoûteuses, et c'est un procès qui va me permettre aussi d'embrayer sur les dispositifs thérapeutiques que mettent en œuvre ces désenvoûteuses. Alors, ce qui m'intéressait, en fait, sur le terrain de la sorcellerie, en fait, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était de percevoir, enfin, d'observer les dispositifs thérapeutiques mis en œuvre par ces désenvoûteuses. Mais j'avais aussi d'autres intentions qui étaient plutôt je dirais des objectifs scientifiques historico-sociologiques. En fait, ce que je voulais pouvoir comprendre sur mon terrain peut se résumer en une série de questions. Je voulais savoir en fait comment concrètement aujourd'hui l'exercice de pouvoir sorcier est rendu plausible et acceptable. Puisque s'il y a des personnes qui pratiquent la sorcellerie, qui disent pratiquer le désenvoûtement, comment ce discours est-il acceptable aujourd'hui dans un contexte où on a idéologiquement exclu la sorcellerie du monde du plausible? Les sociétés occidentales font partie des quelques sociétés qui ont exclu les pouvoirs sorciers du monde du plausible, alors qu'il continue à y avoir des personnes qui exercent le désenvoûtement. Alors comment ces désenvoûteuses arrivent à faire adhérer, on revient à la question des procédés de légitimation, comment ces désenvoûteuses arrivent à faire adhérer à leurs patients au discours sorcellaire, en fait. On verra que tout ça se fait dans un vocabulaire assez particulier. Et donc, je voulais comprendre comment la sorcellerie que j'ai observée à la fin des années 1990 était devenue ce qu'elle était à ce moment-là, et ce qu'elle est aujourd'hui, en fait. Par quel processus historique cette sorcellerie s'est transformée en une espèce de thérapie conjugale un peu particulière.